Bonjour, je suis Carlos Toledo et aujourd'hui je serai votre copilote pour vous présenter les principes fondamentaux de la cartographie de processus ou mapping de process. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Quel est l'intérêt pour votre organisation? Et également, quels sont les principaux éléments à connaître pour pouvoir les réaliser? On regarde ça tout de suite dans cette vidéo. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons déjà commencer par quelques petites définitions pour clarifier ce qu'il y a derrière la notion de cartographie de process, et notamment les notions de process tout d'abord, qui sont en français des processus, et également la notion complémentaire de workflow ou de flux de travail. Et pour bien débuter cette présentation, nous allons évidemment définir la notion de process. Alors, qu'est-ce qu'un process? C'est quelque chose de séquentiel, c'est une succession d'étapes ou de tâches. Donc, généralement, on parle plus fréquemment de tâches qui vous permettent d'accomplir un objectif pour votre organisation. Donc, un objectif, ça va être quelque chose d'interne qui ne va pas être monétisé directement. Donc, par exemple, recruter du nouveau personnel ou alors un bien ou un service que vous allez monétiser auprès de vos clients. Alors, derrière cette définition, on comprend bien qu'il y a déjà deux types de process. Alors, un process peut être répétitif ou pas. Alors pourquoi? Parce que si on prend l'exemple d'un bien ou d'un service, le process va être répété autant de fois que vous allez vendre ce bien ou ce service. Donc si vous êtes un fabricant automobile, vous allez évidemment mettre en place un process pour produire votre dernier modèle. Et ce modèle-là, vous allez le produire une fois, deux fois, trois fois, 1 million de fois. Donc, enfin, bref, vous allez repasser par votre process autant de fois que vous avez d'unités à produire. Et à contrario, il y a certains process qui sont utilisés seulement une seule fois. Par exemple, lorsque vous avez un projet spécifique, donc mettons un projet de construction de bâtiment ou d'un hôpital, cet hôpital va être unique parce qu'il va répondre à des besoins et avoir des contraintes qui sont bien spécifiques à lui. Donc toute la chaîne logistique que vous allez mettre en place pour faire sortir de terre ce bâtiment et cet hôpital va être unique et vous allez le réaliser une seule fois. Alors aussi, on voit bien se détacher le fait que dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des produits que nous avons et que nous produisons, ou même les services, sont relativement complexes. Donc ces process sont incarnés par un ou plusieurs groupes d'individus, et rarement par une personne. Donc, mais il y a toujours une notion alors comment dire, de division du travail à l'échelle d'un groupe. Et enfin, les process sont évidemment situés, c'est-à-dire qu'ils ont une finalité unique. Si vous avez un process pour réaliser une voiture, ce process-là ne va pas pouvoir vous servir pour livrer un avion. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'on parle de process situé, ça veut simplement dire que le process a un objectif et un seul, et il ne peut pas être réutilisé. Et c'est notamment ce qui permet de le distinguer de la notion de workflow. Alors, avançons avec un exemple que je connais bien, par exemple, qui est le debugging. Donc, tout simplement, vous êtes un producteur de software et votre outil va avoir des bugs au cours de son développement qui vont être constatés, que ce soit par vos équipes ou par vos clients, qui va répondre à certaines étapes. La première, bien sûr, ça va être d'identifier qu'il y a un bug. Ensuite, vous allez devoir qualifier votre bug et évidemment dire quelle est la problématique qui est derrière ça. Le fixer pour résoudre le problème, le tester pour bien voir qu'il n'y a aucun autre bug qui est généré et que vous avez bien effectivement réglé le problème. Et enfin, déployer le fixe, comme on dit, ou déployer l'update pour avoir une nouvelle version de votre logiciel qui va être saine et sans le bug en question. En complément de cette notion de process, vous allez avoir le concept de workflow. Alors, workflow, qu'est-ce que c'est? Alors, comme un process, ça va être quelque chose de séquentiel. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir une séquence de tâches, vous allez avoir une succession d'opérations et d'alternatives qui vont vous permettre d'accomplir une tâche. Donc, dit très simplement, le workflow, c'est la façon dont vous allez réaliser une tâche. Et donc, si vous voyez un process dans son ensemble, si vous zoomez sur chaque tâche, vous allez avoir
un workflow qui va vous permettre de savoir comment est réalisée cette tâche. Alors, derrière le terme d'opération, il y a également quelque chose de très concret. En fait, on est sur des choses qui sont très tangibles et derrière lesquelles vous allez avoir très souvent des verbes d'action. Donc, par exemple, ça va être lire, analyser, soulever, déplacer, ce genre de choses en fait. Des choses qui sont extrêmement concrètes et qui vont s'apparenter à ce que vous allez retrouver, par exemple, dans un guide d'assemblage ou dans un guide d'utilisation pour un logiciel, par exemple. Avec des choses qui sont et des directives qui sont extrêmement concrètes. Alors, pour compléter cette définition, il y a plusieurs caractéristiques qui sont derrière les workflows. La première d'entre elles, c'est que le workflow est forcément répétitif, c'est-à-dire que vous allez passer plusieurs fois à travers lui pour réaliser une tâche. Alors, on le comprend bien dans le cas des process qui sont répétés plusieurs fois ou qui sont cycliques, parce que la tâche en question va être répétée plusieurs fois. Mais c'est également le cas pour les process qui ont une vocation à être uniques. Donc, par exemple, lorsque vous livrez un projet d'hôpital, votre hôpital va avoir plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de fenêtres. Et donc, l'étape pour poser les fenêtres va être répétée plusieurs fois. Alors également, le workflow a la particularité d'avoir des alternatives. Alors derrière la notion d'alternative, il y a la notion de variabilité. Une variabilité, qu'est-ce que c'est? C'est un changement dans les conditions d'accomplissement d'une opération ou d'un workflow. Très concrètement, vous n'allez pas travailler de la même manière si vous avez dans votre banette 60 dossiers à traiter ou si vous en avez qu'un seul. Donc les variabilités, ça va être tous les changements contextuels ou conjoncturels à l'accomplissement de votre travail. Donc très précisément, l'état de fatigue que vous allez avoir, les conditions des matériaux que vous allez manipuler, la qualité de l'information que vous allez recevoir, tout ça va faire en sorte que vous allez avoir différentes alternatives à votre workflow et donc plusieurs versions. Et donc, c'est selon les versions, elles vont être plus ou moins longues et avoir plus ou moins d'opérations à être réalisées ou réalisées de manière différente. Alors bien sûr, également, un workflow peut couvrir plusieurs process. Tout simplement parce que une tâche peut être impliquée dans plusieurs process. Si on pense par exemple à la création d'un nouveau produit, jusqu'à leur production, alors tous ces produits ont été designés et ont été créés. Et donc il y a forcément une étape d'idéation qui va intervenir avant la production. Donc dans ce process-là, l'idéation est une tâche ou un workflow qui va pouvoir être répété à travers plusieurs process. Et enfin, ça paraît logique aussi, comme on est sur quelque chose de plus granulaire, là où le process était incarné par un groupe ou par plusieurs groupes, un département par exemple, ou une business unit, là, le workflow va être incarné par un ou plusieurs opérateurs. Donc ça vous permet aussi de faire la différence et le distinguo entre un workflow et un process. Un process est quelque chose d'assez générique, même s'il est forcément situé, tandis qu'un workflow va être quelque chose de très spécifique, et donc il va être incarné par une personne ou un métier. Alors, pour illustrer ça, on va reprendre notre exemple du debugging et s'intéresser à une tâche en particulier qui va être d'identifier le bug. Alors, pour identifier un bug, euh, on peut avoir une alternative qui va être de tester, ou avoir une autre alternative qui va être de répondre à un ticket. Donc ici, on a deux façons de faire qui vont être très différentes et qui vont répondre à deux workflows différents, mais qui ont vocation à répondre à la même tâche. Alors par exemple, si vous voulez tester, vous allez lancer votre software, vous allez répondre et suivre un protocole de test qui va être bien particulier, et à chaque fois que vous allez identifier un bug, vous allez le documenter, etc. etc. Et vous allez continuer comme ça votre workflow jusqu'à la prochaine étape qui va être de qualifier votre bug. D'un autre côté, vous pouvez également utiliser un système de ticketing. Euh, Dans ce cas-là, vous n'allez pas chercher activement un bug, vous allez recevoir une notification qui va être propre à un autre utilisateur, par exemple un client, qui va vous notifier qu'il y a un problème dans l'utilisation du software.
Et donc cette fois-ci, le workflow va consister pour la même tâche à recevoir cette notification, à la lire, à essayer de reproduire le bug, etc., etc. Donc pour une même tâche, vous allez avoir deux alternatives très concrètes de workflow avec des opérations qui vont être très différentes. Bien plus que ces définitions et au-delà de la satisfaction de vivre dans un monde où tout ce qui se passe dans votre organisation est étiqueté, classé, archivé et documenté, le but d'aujourd'hui, c'est également et surtout de comprendre à quoi va servir la cartographie de process et de workflow. Car il y a deux raisons majeures à y recourir. La première, c'est de rationaliser vos investissements, qu'il s'agisse de vos investissements passés dans une optique d'amélioration continue, ou qu'il s'agisse de vos investissements futurs si vous souhaitez transformer vos activités et votre organisation. La seconde raison, c'est de mieux gérer le facteur humain au sein de votre entreprise, qu'il s'agisse de rationaliser vos process de décision ou d'améliorer les conditions de travail de vos employés au sens large. Dans un premier temps, il faut comprendre que la cartographie est un levier d'efficience à la fois sur votre productivité et sur la qualité de votre chaîne de valeur. Lorsque l'on connaît finement ces opérations, on est en capacité également de suivre certaines de ces caractéristiques, comme par exemple le temps que vous allez passer pour chaque opération, ou le nombre de rebuts par exemple, ou le nombre de retours en arrière que vous allez avoir. On peut donc identifier une étape en particulier qui génère des problèmes, comme des rebuts par exemple. Vous allez avoir du gâchis à cette étape-là. Ou alors, encore, identifier des redondances non désirées et qui, le cas échéant, vous permettront de trouver des raccourcis. Alors, il faut être très clair sur le fait que cartographier ne va pas résoudre vos problèmes, mais cela va vous permettre de comprendre et de circonscrire ce problème pour faciliter l'identification de solutions. C'est pour cela que, dans toute démarche d'amélioration continue, la connaissance des opérations est une condition sine qua non. Dans un second temps, cartographier va vous permettre d'améliorer la transparence de votre organisation. Et cette dimension, elle est fondamentale en gestion de projet et en conduite du changement. Alors pour bien comprendre les enjeux ici, je vais faire une petite régression pour vous présenter le paradoxe de Miller en gestion de projet. Alors ce paradoxe, il stipule très simplement que si la connaissance sur un projet augmente avec le temps, cette connaissance, elle est inversement corrélée aux marges de manœuvre que vous avez sur le projet. Donc dit autrement, plus je sais ce qu'il faut faire ou ce qui est bon pour mon projet, moins j'ai la possibilité de le faire, soit parce que je me suis engagé dans une mauvaise direction, soit parce que je n'ai plus suffisamment de budget pour opérer des changements. Cartographier ces processus et les données qui lui sont propres, ça va vous permettre d'améliorer la connaissance en début de projet et donc ça va vous permettre de vous laisser davantage de possibilités pour faire pivoter le projet ou améliorer les transformations que vous souhaitiez réaliser. Gain de temps, gain d'argent. La cartographie de processus est un plus non négligeable en termes de gestion de facteurs humains, à commencer par le leadership et les processus décisionnels. Pourquoi? Parce qu'une cartographie est un objet transactionnel qui va vous permettre d'aligner à la fois stratégie et opération, ainsi que l'ensemble des parties prenantes impliquées dans la gestion des décisions. En objectivant la réalité de votre chaîne de valeur, cela permet de lisser les écarts de compréhension et de point de vue et de mettre la focale sur les enjeux qui sont importants pour vous. Enfin, dernier intérêt majeur, les cartographies sont des instruments participatifs qui permettent à la fois de gérer l'intensité du travail, mais également de conduire le changement. Alors ils sont participatifs car on ne peut tout simplement pas mapper des activités sans ceux qui les réalisent. Ce sont eux qui sont le plus à même de les décrire, mais également de qualifier et de quantifier les problématiques qu'ils rencontrent, ou encore d'anticiper les impacts en cas de transformation. En résumé, c'est un instrument de cohésion au sein d'une entreprise.
Maintenant que nous avons abordé ces intérêts, rentrons un peu plus finement dans les usages de ces cartographies, à commencer par les cas d'amélioration des process existants. Généralement, ici, l'enjeu le plus important est d'éviter l'effet boîte noire, qui n'est rien d'autre qu'un manque de maîtrise de ces opérations. Pour comprendre ce phénomène, schématisons-le rapidement. Vous allez avoir des résultats attendus de la part de votre chaîne de valeur, par exemple des résultats en termes de rendement ou de productivité. Et ces résultats induisent des conditions de départ, et bien sûr entre les deux, un process, qui lorsque l'on n'y participe pas directement ressemble à une boîte noire. Alors, tant que les résultats réels sont cohérents avec les résultats attendus, aucun problème. Mais que se passe-t-il quand les résultats sont différents de ce qui est attendu? Eh bien, c'est tout le problème, car qu'ils soient positifs ou négatifs, vous n'êtes pas en capacité d'attribuer cet écart à un facteur précis, qu'il s'agisse des conditions de départ, du process ou des opérateurs en charge des activités. Et ici, on se retrouve donc avec une problématique, non pas insoluble, mais au minimum incomprise et vraisemblablement non maîtrisée. Pour illustrer ce type de phénomène, prenons un exemple que j'ai vécu il y a quelques années. À cette époque, un directeur industriel me demande d'intervenir dans un atelier qui fabrique des équipements mécaniques. Les équipements en question, ce sont des caissons avec un moteur à l'intérieur et de l'électronique qui sont montés à la main par des opérateurs. Cette équipe d'opérateurs, elle gère son stock de pièces, l'assemblage et les tests. Et le mandat est assez orienté parce qu'on me demande de les aider à designer et à implémenter une chaîne d'assemblage parce que l'équipe en question a des gros problèmes de rendement sur un nouveau modèle qu'ils viennent de sortir. Alors l'écart est quand même assez gros parce qu'on est sur un montage de 6 à 7 heures par unité dans le réel, contre entre 2 et 3 heures attendues, donc plus du double. C'est quand même assez important. Alors comme on me demande d'aider à implémenter une chaîne, je me dis qu'en l'occurrence, il n'y a pas d'effet boîte noire et qu'ils connaissent suffisamment le workflow d'assemblage pour avoir conclu à cette solution. Mais en allant voir l'atelier, il s'avère que non. En réalité, les caissons sont tellement contraignants et difficiles d'accès que la plupart des opérations d'assemblage sont très compliquées. Tellement compliquées qu'implémenter une chaîne d'assemblage aurait encore empiré les choses. Et s'il est vrai que c'est l'étape d'assemblage qui pose problème, parce que c'est là que le rendement est mauvais, ce n'est pas le workflow d'assemblage qui est en cause, c'est le process d'innovation de souci. En creusant, on établit que le bureau d'études, lorsqu'il a designé ce modèle, a fait valider les méthodes d'assemblage sur modèle 3D. Or, si deux pièces s'assemblent facilement sur un écran, dans la réalité, il faut prendre en compte l'encombrement du caisson et la place des outils et des bras de l'opérateur. Et c'est ce process de R&D sur lequel il fallait agir en priorité. Il faut donc bien connaître ces workflows pour comprendre les écarts de performance que l'on perçoit, sinon on s'oriente souvent dans des mauvaises directions. Lorsqu'on vit des périodes de transformation dans son organisation, la connaissance du réel est tout aussi importante. Alors, transformer une situation, c'est d'abord définir une situation à venir ou un to be, à partir évidemment d'une situation actuelle qu'on nomme aussi souvent le as-is. Et bien sûr, de créer le chemin entre les deux, c'est-à-dire en partie, mais pas seulement, analyser vos impacts et vos risques éventuels, et bien sûr, conduire le changement. Or, quand vous allez à un point B sans connaître votre point de départ, le chemin s'annonce pour le moins compliqué, et vous ne serez pas en capacité d'évaluer vos risques, et encore moins de les anticiper. Lors d'un chamboulement d'organisation, comme lorsque vous devez réduire vos effectifs, cette question, elle est essentielle. Si vous décidez de réduire par exemple vos services support sans connaître leur activité, et en jouant simplement sur les volumes, vous prenez le risque, à responsabilité égale, d'intensifier le travail ou de dégrader leurs services, et en réduisant leur scope, de provoquer un transfert de charge qui va intensifier ou dégrader potentiellement d'autres activités. Alors cartographier les activités n'a rien de magique, mais ça va vous permettre d'éviter au moins les décisions arbitraires et les conséquences non maîtrisées.
Le rôle que joue la connaissance des activités sur les décisions et les arbitrages est également majeur. Mettons-nous en situation et pensez à comment prendre de bonnes décisions. Eh bien, assez spontanément, celui qui décide le mieux, c'est celui qui est omniscient et qui a une information pure et parfaite du présent et des conséquences futures. À l'autre bout du spectre, le pire est de prendre des décisions à l'aveugle. Donc il est facile de repérer la principale variable ici qui est l'information disponible. C'est à cette disponibilité, au moment où on en a besoin, que l'on reconnaît des décideurs crédibles et en contrôle. Et inversement, la déconnexion avec les faits est ce qui peut vous faire passer pour un amateur prenant des risques incalculés auprès de vos collaborateurs. On s'entend que la prise de risque est ce qui permet d'identifier les bons entrepreneurs. Mais lorsque vous êtes en situation de gestion, c'est une toute autre affaire. Les demandes irréalistes, coupées des réalités, sont une perte de temps et peuvent s'avérer périlleuses pour votre crédibilité. Et à contrario, si on vous énonce des problèmes de production comme des retards, il vous faudra les éléments pour challenger, sans quoi vous serez facilement manipulable. Les faits ne mentent jamais. Cartographier vous permet d'objectiver votre chaîne de valeur et de rester en contrôle de vos décisions. La question des conditions de travail est systémique. On l'a touché du doigt lors des trois derniers points, puisqu'une amélioration de vos process, une bonne conduite du changement ou de bonnes décisions vont avoir des impacts positifs sur les conditions de travail de votre personnel. Mais la cartographie de process, a fortiori lorsqu'elle est participative, ce qui en passant devrait toujours être le cas, a une autre vertu cachée. Et pour cela, il faut comprendre ce que l'on mappe. En effet, il y a une différence entre ce que l'on appelle un process nominal et un process réel. Un process nominal ou normal représente en réalité un cas particulier, celui auquel on s'attend, sans aléa, une sorte de référence si vous préférez. Si on suivait une loi normale avec une courbe en cloche, ce serait le cas le plus fréquent. Mais dans la réalité, il y a une multitude d'imprévus. Si vos activités étaient prévisibles, elles seraient automatisées. Or, nous vivons dans un monde fait d'un panel de possibilités du fait de nos fameuses variabilités. Si bien qu'il est plus fréquent d'être dans l'exceptionnel que dans la situation normale. Cartographier, c'est aussi connaître les pires cas et les meilleurs, ne pas raisonner en moyenne mais en écart type, et prévoir des ressources pour gérer ces fluctuations qui arriveront quoi qu'il arrive. Cette donnée est particulièrement vraie dans les métiers de service au public comme la restauration. Pensez à tous les aléas qui peuvent advenir durant un service. Du personnel absent, des livraisons en retard, trop de fréquentation, pas assez de fréquentation, une assiette renversée, beaucoup de choses. Cartographier, c'est aussi définir des probabilités et de l'acceptabilité. Quelles sont les situations qui sont acceptables au vu de nos moyens et de nos effectifs? Lesquelles ne le sont pas? Lorsqu'elles ne le sont pas, sont-elles probables et demandent-elles de revoir nos moyens? Les risques afférents sont-ils acceptables? Et sinon, comment nous adaptons-nous? Toutes ces informations, une fois documentées, vous permettent de dimensionner sainement votre organisation. Pour finaliser cette thématique, et maintenant que nous savons quand y avoir recours, voyons ensemble une rapide introduction aux méthodologies de mapping, ainsi que quelques basiques pour documenter vos process. D'abord, d'un point de vue méthodologique, il s'agit en premier lieu de répondre à la question de ce que l'on est en train de cartographier et comment cela s'imbrique dans votre chaîne de valeur. Car il y a différentes formes de processus que vous pouvez mapper, et il s'agit de savoir ce que vous êtes en train de suivre fondamentalement. Cela peut être de la transformation de matière, la vie d'un produit, un flux d'informations, un parcours client, le flux de travail d'un opérateur. Tout cela va dépendre de votre activité et c'est à vous de définir ce qui est le plus pertinent pour vous. Ensuite, il s'agit de formaliser une première approximation. Avoir quelque chose de partiellement faux est bien plus utile que de ne rien avoir du tout. Disposer d'une version de travail vous aidera à discuter avec les parties prenantes. Il est bien plus facile de le faire en regardant un diagramme que d'animer une discussion à partir de rien. Affiner avec les personnes impliquées d'une manière ou d'une autre avec le processus. Si besoin, faites-leur décrire, ordonnez, demandez-leur des estimations en termes de temps ou encore s'ils ont des soucis à telle ou telle étape.
Toutes les informations sont précieuses. Enfin, corriger. Les organisations sont dynamiques, elles changent rapidement, alors instaurer une routine ou des mises à jour régulières. La charge de travail la plus importante est durant les premières étapes. Plus vous itérez régulièrement, moins cela sera demandant, sans compter le fait qu'avoir des informations à jour vous met en contrôle. En termes de documentation, vous pourrez vous contenter d'une iconographie très simple au démarrage. Les symboles de base sont les délimitateurs qui marquent le ou les débuts possibles, ainsi que là ou les fins possibles. Les blocs d'activité qui définissent ce qui s'y passe. Vous pouvez rester générique avec un seul verbe d'action, mais un peu plus de détails ne fait jamais de mal. Vous trouverez parmi les essentiels aussi les validations, qui ont au moins deux sorties, comme valider, rejeter ou oui, non, ce genre de choses, lorsqu'on est sur des validations binaires, mais cela peut être davantage si vous avez des processus de décision un peu plus complexes à mapper. Et enfin, vous avez les flèches qui matérialisent le flux entre les étapes. Vous voudrez également peut-être intégrer les responsabilités dans votre cartographie. Il y a plusieurs moyens de le faire, mais la solution la plus simple et probablement la plus élégante est d'utiliser les swim lanes. Comme dans une piscine, chaque opérateur ou groupe d'opérateurs va avoir son propre couloir, et il s'agira ensuite pour vous de développer votre cartographie dans ces couloirs afin de visualiser le qui et le quoi d'un seul coup d'œil. Enfin, pour finir, il ne faut pas hésiter à noter un maximum d'informations pertinentes. En fonction de vos intérêts, il y a une multitude d'informations que vous pourrez trouver utiles de mobiliser. Dans une liste non exhaustive, vous pourriez par exemple documenter les temps de production d'une étape ou le temps d'attente entre deux étapes pour reconstruire ce que l'on appelle le lead time d'un process qui lui-même peut vous aider à extrapoler votre productivité. Attention dans ces cas-là, bien sûr, n'oubliez pas d'intégrer les variabilités. On peut également indiquer les problèmes rencontrés à cette étape, comme des rebuts ou des pertes de temps, mais également des RACI pour compléter les responsabilités. Cela peut être utile également pour créer une fiche de poste par la suite. On pourra retrouver des dépendances à d'autres process ou d'autres facteurs qui peuvent contraindre une opération, des données ou des informations utiles à la réalisation d'une étape ou produites par une étape, des outils de travail utilisés, des productions intermédiaires qui seront valorisées dans un autre process, ou encore des tolérances, c'est-à-dire des degrés d'acceptabilité d'une étape, comme les données de réussite d'un test par exemple. Bien sûr, je précise que on ne cherche pas l'exhaustivité, il faut que vous choisissiez ce qui a de la valeur pour vous. C'est l'utilité des données présentes qui fera la valeur de votre documentation et pas la quantité d'informations que vous allez documenter. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi, j'espère que vous aura été utile. Alors je parle souvent d'entreprise, mais associations, ONG, fonction publique, tous ces éléments s'appliquent également à vous, donc n'hésitez pas à les partager dans votre réseau. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser, ils sont les bienvenus. Je reviendrai avec d'autres thématiques et d'autres vidéos pour vous aider à gérer votre organisation. Merci beaucoup et d'ici là, cartographiez bien.